Monsieur le Président de la République de Madagascar, je crois que vous vouliez partager avec nos invités un propos et une petite intervention, donc je vous invite à rejoindre le pupitre. Mes chers collègues présidents, Macky Sall et Ali Bongo, Monsieur le Premier ministre, Madame le secrétaire général, Monsieur le ministre, Madame le secrétaire d'État, Madame le maire de Paris, cher président Athias, honorables participants, Mesdames et Messieurs, ce forum me donne l'occasion de faire un petit voyage chez moi, chez nous, à Madagascar, pour vous dire déjà que mon pays recevra le 16e sommet de la francophonie l'année prochaine. Si le thème choisi est croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, ce sommet marquera des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la stratégie économique de la francophonie pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, pour la sauvegarde de l'environnement et la préservation du capital et du patrimoine culturel. Nous sommes totalement engagés dans les défis des ODD, dans l'agenda post-2015 qui a été mentionné par mes prédécesseurs, par l'agenda 2063 de l'Union africaine, et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'activer la coopération qui est exigée par ces défis-là, reconstruire notre économie. En effet, face à la globalisation économique et financière et face aux enjeux climatiques mondiaux, la francophonie économique constitue une arme et un levier que les pays membres et leurs ressortissants pourraient manier avec profit. Madagascar se trouve dans une position géographique que j'estime privilégiée. Dans le contexte géopolitique et géostratégique mondial, la partie de l'océan Indien où Madagascar se trouve est une ère de stabilité, préservée des conflits globaux, épargnée par les menaces terroristes, à l'abri des tensions migratoires. Mais elle reste victime, bien évidemment, des changements climatiques, des gaz à effet de serre, et il faudrait qu'on prenne vraiment les solutions et qu'on trouve les solutions importantes à tout cela. Nous nous trouvons dans une zone où les ensembles régionaux, tels que la SADC, le COMESA, la Commission de l'océan Indien, constituent de grands bassins d'opportunités. Il y a des anglophones, il y a des lusophones, certes, mais Madagascar et les îles Sœurs, à côté de Madagascar, sont à l'avant-garde de l'influence francophone. Nous disposons des atouts géographiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être une ère de croissance et de développement durable et pour contribuer au renforcement de l'espace économique francophone. Depuis 2 ans, le pays procède avec détermination à la normalisation de sa vie politique. Ce n'est pas toujours facile, comme partout ailleurs dans le monde, mais nous allons y arriver. Nous allons établir une base institutionnelle solide et nous renforçons les règles de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, d'une justice équitable pour reconstruire notre économie. Cet engagement va renforcer l'état de droit, la stabilité politique. Et je pense que cette stabilité politique est la base de tout engagement économique, de tout développement économique de tous les pays, y compris Madagascar. Nous mettons en œuvre une stratégie économique opérationnelle basée sur un développement multipolaire, multisectoriel et inclusif, respectueux de son écologie et de sa biodiversité. Donc, dans le cadre de la relance économique et de sa reconstruction, Madagascar engage et axe les efforts sur des secteurs prioritaires qu'on peut citer, l'énergie, l'environnement,
les mines, l'agriculture, l'agrobusiness, etc., etc. Donc nous développons et nous encourageons les initiatives locales et la coopération internationale. Et c'est là l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de l'espace francophone. C'est un monde de partage non seulement de la langue, sinon ce serait trop limitatif. C'est un partage de valeurs, un partage de solidarité économique. Chacun a des atouts pour contribuer à renforcer cet espace. Nous voulons mobiliser ce qu'on appelle les 4 P, le partenariat public, privé, et j'ajoute une autre dimension, population, qu'on sous-estime très souvent. Donc, compte tenu de la superficie du territoire, les espaces de croissance et de développement inclusif sont identifiés. L'État favorisera l'implantation des acteurs économiques privés. Je suis convaincu que le secteur privé restera la cheville ouvrière du développement économique, en créant des valeurs, en créant des emplois et en stimulant l'esprit d'entrepreneuriat, surtout pour les jeunes. Nous allons adopter un cadre juridique et fiscal cohérent et incitatif. Nous allons assurer de manière efficace la sécurité des biens, des personnes. Nous allons mettre en place un mécanisme financier pouvant catalyser et accompagner les investissements. Et ce sera vraiment un plus. On accueille avec grande joie ces apports au niveau international et de l'espace francophone pour trouver des structures de financement qui seront innovantes. L'espace économique francophone, je le crois, avec ses outils de coopération, ses entreprises, ses capacités d'investissement, peut contribuer efficacement à l'accomplissement de ce plan de développement partagé et responsable. Je disais au départ qu'il faudrait une croissance partagée et un développement responsable. C'est ça qui devrait renforcer la stabilité politique de la francophonie. Et ça contribuerait à mettre en place cette stabilité politique dans le monde. Donc la francophonie doit se positionner, je le crois, comme fer de lance de cette nouvelle approche. Il nous faut trouver ensemble la traduction en actes visibles, lisibles et crédibles de cette approche innovante. Comment, par exemple, faire en sorte que dans l'espace francophone, tout investissement soit rapidement perçu comme porteuse de mieux-être dans la communauté qui accueille le projet économique et dont les retombées en tant que telles répondent à un cycle plus long, à une certaine durabilité, parce que nos pays, nos populations ont été trop longtemps nourris de trop de promesses non tenues. Nos peuples, aujourd'hui, s'impatientent. Donc aujourd'hui, il ne s'agit simplement pas d'une vision prospective, mais un appel concret à l'action. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour dire à tout le monde, pour vous dire à tous, notamment le secteur économique et le secteur privé, que nous sommes engagés pour le développement de nos pays. Et je crois que le plus important de cet engagement, c'est de bâtir avec vous une relation de confiance. C'est pourquoi on est là, pour vous dire qu'on est prêt. On est prêt à bâtir une relation de confiance dans un esprit de synergie mutuelle. On a des atouts à partager, et je l'ai dit tout à l'heure. On a des atouts au niveau de nos ressources, au niveau surtout de nos ressources humaines. À Madagascar, la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc ce sont des ressources qui constituent un atout, mais qui nous inquiètent aussi si on ne s'en occupe pas. Il faut leur créer des emplois demain. Donc voilà autant de défis, mesdames et messieurs. Et les préparatifs du sommet de 2016 nous donnent déjà l'occasion de nous engager dans cette voie du développement économique. C'est très important pour nos populations, parce qu'il faut combattre la pauvreté. C'est en combattant la pauvreté
qu'on mettra en place la stabilité dans le monde, qu'on mettra en place la sécurité dans le monde, qu'on assurera le vrai partage. Et pourquoi pas ne pas commencer ça dans cet espace de la francophonie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. On va prendre quelques minutes pour peut-être prendre 2-3 questions de la salle, si on a des micros et si vous voulez bien vous présenter. Et vraiment, pardon d'insister, mais des questions donc qui finissent par un point d'interrogation. Merci, je me présente Amar Boukedami. Je suis chef d'entreprise d'Algérie et je suis membre du Forum des chefs d'entreprise d'Algérie. Donc je suis autorisé à parler au nom du FCE. Donc je vous remercie de ce forum. C'est un apport. Nous attendions depuis longtemps cette rencontre, un débordement donc, vers l'économique. J'ai 2 suggestions à apporter que je considère qu'elles manquent. Donc pour mes excellences, Monsieur le Président et Madame la Présidente du Forum, on aimerait avoir complété cette organisation par une association des chefs d'entreprise de la francophonie. Elle est indispensable parce qu'avec ça, nous pouvons apporter beaucoup de choses et beaucoup de réponses. Donc aussi bien de création d'entreprise, d'apport, d'échange. On aimerait savoir ce que nous faisons, ce que font chacun de nous, mais au plus, il y a beaucoup de fonds d'investissement de la francophonie qui peuvent rentrer dans cette association. Donc c'est une solution. Le deuxième point, donc l'entreprise a de la culture. Donc les groupes, les ensembles d'entreprises ont une culture. Dans la langue, elle fait partie de la culture. Et donc c'est qui donne, je ne vais pas me rentrer dans les détails, ce qui donne aussi la culture universelle. Dans ce cas, pour que nous puissions réussir, nous avons besoin d'une vision prospective pour voir où va y aller le regroupement de l'association de la francophonie économique et qui donnera des réponses. Je m'arrête là. Merci. Je vous remercie. Une vraie question, s'il vous plaît. Merci pour les suggestions, néanmoins. Je viens du Sénégal et vous avez évoqué la question monétaire. Donc, je voulais avoir l'avis du ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, sur cette question. Et pour les présidents, je voulais savoir que comptez-vous faire en fait pour que des millions de jeunes francophones aient la possibilité, et comme vient de le dire le président Sall, pour que ces jeunes millions d'Africains aient la possibilité d'avoir plus de confiture pour aimer davantage la langue française. Donc la question, c'est savoir en clair comment faire pour rendre la croissance francophone beaucoup plus inclusive. Merci. On va prendre une deuxième question avant de laisser le soin. Oui. Constant ? Si vous voulez bien vous lever, Constant, comme ça le micro va venir à vous. Non, non, c'est au 3e rang, s'il vous plaît, numéro 2. Constant Némalé, le président d'Africa 24. Dans l'espace francophone, il y a des grands patrons dans les deux sens. On les voit dans cette salle. Je peux parler d'un Sébastien Bazin, par exemple, qui a été président d'un fonds d'investissement. Et la question qu'on se pose au bout de ce 2e forum, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune disposition qui ait été mise en place pour créer réellement des joint ventures qui permettent à des chefs d'entreprise africains d'investir, pourquoi pas, dans la zone euro, et inversement, à des chefs d'entreprise francophones du Nord d'investir réellement dans un sens partagé. Et dans cette vision, le président Ali Bongo Ondimba et le président Macky Sall sont assez novateurs. Quelle vision ils peuvent apporter pour inciter la mise en place de ces joint ventures réelles et non pas fictives? On va déjà commencer par trouver le mot français à joint venture, et puis après on va vous répondre. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous voulez répondre à... Si on peut apporter le micro à monsieur Laurent Fabius, s'il vous plaît. Notre jeune ami entrepreneur sénégalais vous demande comment vous réagissiez. Je répondrai un petit peu comme ce qu'a dit le président Macky Sall, c'est-à-dire que les mécanismes qui existent autour de la zone franc, etc., peuvent bien sûr toujours être améliorés, mais enfin, ça a donné quand même une stabilité depuis pas mal d'années, ce qui est absolument indispensable pour le développement économique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y avoir d'amélioration,
Mais je pense que les mécanismes monétaires, comme les mécanismes législatifs, sont des domaines sur lesquels il faut agir avec beaucoup de précaution. Merci. Messieurs les chefs d'État, vous voulez répondre à cette question sur la confiture? En un mot, une croissance en zone francophone inclusive? Je sais que c'est une question qui revient souvent sur le tapis, malheureusement. Merci, M. Ndiaye. C'est un Ndiayen, comme on dit au Sénégal. Je pense que la question de la confiture, la question du plat, de l'assiette, comme le disait le président Bongo, c'est finalement la question de l'emploi qui donne la dignité aux citoyens. Comment faire pour que l'emploi soit garanti dans nos États, dans nos pays? La question des migrations a un lien direct avec le sous-emploi. Je pense qu'en faisant les efforts sur nous-mêmes, d'abord de mieux gérer nos ressources, mieux optimiser nos choix économiques et budgétaires, ça ce sont les efforts internes des États. Accroître la transparence budgétaire et faire plus d'inclusion dans nos politiques sociales, nous pourrons en ce moment renforcer le volet formation professionnelle, et c'est ce qui manque puisque le système éducatif africain, pour l'essentiel, en tout cas au Sénégal, il n'est pas adapté aux besoins de l'emploi. Donc il faut des mutations, il faut des réformes majeures pour, d'une part, continuer à faire l'excellence dans l'enseignement général et théorique, mais donner surtout des perspectives professionnelles à la jeunesse afin de lui permettre de donner les bras nécessaires à la croissance de l'Afrique. De former également les ingénieurs, de former les experts dans tous les domaines, puisque l'Afrique aujourd'hui, tout le monde en convient, est dans une phase de croissance positive. Et cette croissance sur les 54 États, sur les 800 millions d'Africains, va nécessiter beaucoup de marchés. Et c'est là où les entreprises du Nord et les entreprises francophones pourront compétir et apporter leur plus-value dans justement ce que Constant Ndemalé a appelé les partenariats, comme on est en zone francophone, les partenariats gagnant-gagnant entre entreprises du Nord et entreprises du Sud. Nous essayons en tant que gouvernement de pousser vers cela. Je prends l'exemple du train express régional que le Sénégal va réaliser au début de l'année 2016, où nous avons invité les entreprises à développer des partenariats, donc des joint ventures, avec des entreprises locales sur chaque lot. C'est comme ça que le transfert de technologie se fera, mais aussi que nos entrepreneurs apprendront à travailler dans des grands projets qui nécessitent des technologies que nous n'avons pas pour l'instant. Il n'y a rien il ne faut pas avoir le complexe de dire que nous devons rattraper notre retard technologique. Cela passera par le transfert de technologie, cela passera par les joint ventures, donc les partenariats avec les grandes entreprises du Nord et qui sont ici dans cette salle. Et je pense que c'est donc dans cet esprit que nous pourrons bâtir véritablement, en tout cas, une richesse partagée et que la jeunesse africaine pourra rester sur le continent, puisque sa vocation, ce n'est pas de traverser la Méditerranée pour finir au fond de l'océan, mais c'est de rester dans le continent et de participer pleinement au développement de l'Afrique. Monsieur le Président Bongo, peut-être compléter. Puis avant, je rajouterai juste aussi d'autres petites questions très personnelles. Je connais votre passion et votre amour pour le sport. Je veux profiter de la présence du maire de Paris qui nous a lancé un petit défi tout à l'heure en évoquant les Jeux olympiques. Comment est-ce qu'on peut associer sport et économie en francophonie? Mais je vais vous laisser répondre peut-être d'abord à la première. Non, je voudrais dire à Mme Linalgo que les Jeux Olympiques à Paris, pourquoi pas, pour ma part, je soutiendrai, parce que bon, déjà que les prochains Jeux vont être entre Rio, après Tokyo, c'est loin, beaucoup d'heures d'avion, beaucoup de décalage horaire, je préfère Paris. Hein. Non. Vous avez déjà un soutien, Madame le maire.
Non, je crois que le constat, nous l'avons tous fait, et mon frère Macky vient encore le rappeler, il y a maintenant la question des initiatives que nous prenons. En plus, je voudrais rajouter qu'on se trouve des fois devant des situations étranges, comme par exemple des investisseurs, on l'a vu au Gabon, qui viennent créer des entreprises et qui recherchent sur le marché des jeunes dont la formation ne correspond pas à l'offre. Et donc ça, nous avons eu des cas comme cela, qui sont très et c'est vrai que c'est très frustrant pour les jeunes. Il y a une semaine, je me trouvais à l'université à Bongo de Libreville. J'avais donc amené avec moi une délégation du secteur privé pour annoncer aux jeunes que je lançais une nouvelle initiative qui était donc ce pacte de responsabilité pour l'employabilité des jeunes. C'est-à-dire qu'un partenariat fort entre l'État et le secteur privé, avec des conditions d'allègement fiscal. Nous demandons au secteur privé de s'investir totalement dans les politiques de mise en œuvre de formation et d'employabilité des jeunes. Ils connaissent le marché, et donc ce sont eux qui ont les offres d'emploi. Tout ça va être donc soutenu par un projet de loi que nous allons déposer au Parlement sur l'apprentissage, c'est-à-dire que nous demandons à toute société de plus de 50 employés de pouvoir prendre des apprentis. Et ces apprentis, nous voyons quelles sont les modalités par lesquelles l'État peut soutenir et ne pas amener donc de charges supplémentaires pour les entreprises. Donc ce sont des programmes comme cela que nous voulons mettre en place et qui sont concrets et qui vont donc permettre à les jeunes d'être mieux formés pour demain prendre en charge. Nous avons toujours aussi le problème en Afrique de pouvoir promouvoir d'abord et mettre en place une bonne classe moyenne et ensuite avoir aussi des hommes d'affaires qui puissent aller en partenariat avec leurs homologues qui viennent des différents pays. Le défi pour nous est que l'Afrique a contribué à la croissance mondiale. Aujourd'hui, ce sont des opportunités importantes. Tout le monde s'accorde pour dire que l'Afrique, c'est le continent de demain et un certain nombre d'entreprises vont venir s'implanter, développer un certain nombre d'affaires. Il faut simplement que les Africains soient présents pour que ce train qui va passer devant nous, nous puissions y monter et non pas seulement pour faire la figuration, mais en bonne place. Le développement du continent ne peut pas se faire sans nous. Et donc ça, c'est le défi majeur auquel nous avons à faire face pour être sûr que ce développement se fera avec nous, par nous, et tel aussi que nous le souhaitons et qu'il ne soit pas imposé. Donc c'est pour cela que nous devons mettre les bouchées doubles pour avancer. Alors, vous parliez du sport. Bon, le sport, par le biais d'un certain nombre d'événements, participe aussi à une politique d'investissement. Nous l'avons vu avec la Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'avons pas seulement regardé, et aujourd'hui tous les pays qui organisent les grands événements sportifs ne regardent pas seulement la compétition sportive elle-même, qui en fait est le dernier aspect. Il y a tout un programme de développement à mettre en place autour de ces compétitions-là. Et c'est en ce sens que nous soutenons les événements sportifs majeurs qui permettent, en fait, grâce à une compétition, d'accélérer des programmes d'investissement qui, entre-temps, auraient pris beaucoup de temps à se mettre en place. Bon, d'ailleurs, sur la question purement elle-même de la compétition, du sport, nous pouvons dire que l'Afrique a émergé en premier grâce au sport. Il n'y a pas un sport dans lequel les athlètes africains ne figurent. Il n'y a pas de club important dans lequel il n'y a pas d'Africains. Donc cette émergence sur la scène sportive, pour nous, doit être aussi un exemple donc de traduction sur le plan économique. Nos athlètes qui jouent dans les plus grands clubs ont su se mettre à niveau, ont su être formés. Et aujourd'hui, brillent au même niveau que les autres. Donc c'est un exemple que nous devons maintenant traduire sur le plan économique et avec, je pense que nous sommes sur la bonne voie et tous conscients de l'effort que nous devons produire ensemble.
Président Herry, vous voulez faire un dernier petit commentaire peut-être? Le temps nous étant imparti, on va essayer de faire une synthèse de ce débat. Écoutez, le terme confiture me donne vraiment l'occasion de... oui, ça fait réfléchir et je dirais qu'il faut vraiment, en parlant de jeunesse, éviter la déconfiture de cette jeunesse. Parce que cette jeunesse risque d'être une bombe à retardement pour nos sociétés, pour nos économies, si on ne s'en occupe pas dès maintenant. Il faut ancrer cette jeunesse dans notre société. Même si on parlait de mobilité tout à l'heure, il faut qu'elle profite, je veux dire, des connaissances, des développements qu'il y a ailleurs, de l'esprit d'entrepreneuriat qu'il y a dans d'autres pays, mais il faut les ancrer dans notre société respective. Il faut les former. Et c'est là où je parle toujours de projets structurants. Il faut voir loin, il faut les préparer, il faut les faire participer à partir de maintenant au développement. C'est avec eux et pour eux qu'on fait le développement. Donc je pense que c'est vraiment, me semble-t-il, le défi le plus important. Comment s'annoncent les préparatifs du prochain sommet? Très bien. C'est avec beaucoup d'ardeur qu'on s'y prépare. Pour cela, et justement, nous mobilisons notre jeunesse à travers des informations, à travers des mobilisations au niveau de formation, pour comprendre c'est quoi un sommet, c'est quoi les intérêts d'un sommet. Ce n'est pas seulement... je veux dire un sommet culturel. Hein. La francophonie aujourd'hui est devenue un grand espace d'expression, un grand espace politique qui a son poids au niveau mondial. Donc les sensibiliser au niveau de ce qu'il faudrait faire, de prendre en main leur destinée à partir de maintenant. Et le sommet sera une occasion et une opportunité de réveiller justement tous ces esprits créateurs de vivacité au sein de notre jeunesse et de notre population. Charles Michel, s'il y avait un mot de conclusion, un message à donner, qu'est-ce qu'il faut faire passer? Moi, en un mot, je dirais que nous sommes dans un moment où le monde change à une vitesse extraordinaire, peut-être hors du commun. Et on peut ou bien considérer que ces changements, ces mutations, ce sont des problèmes, des difficultés, des soucis, des angoisses, ou bien au contraire voir dans ces transformations du monde des occasions et des opportunités. Nous devons être lucides, les changements climatiques, la sécurité, les phénomènes migratoires, la capacité de générer de la paix et de la stabilité, ce sont des enjeux fondamentaux, mais aussi la conviction, par exemple, que cet enjeu démographique en Afrique, cette jeunesse et ce dynamisme de l'Afrique, ou bien nous pensons c'est une difficulté, un problème, ou bien au contraire, et c'est le choix que moi je fais, c'est une opportunité, c'est une occasion pour un nouvel élan. Et je crois, c'est une conviction que je partage, que la francophonie peut être et doit être un espace à la fois culturel, bien sûr, mais aussi politique et donc économique pour faire en sorte que ces solutions se transforment en rêves réalisés et non pas en cauchemars. Monsieur le Président Ali Bongo, vous qui maîtrisez aussi parfaitement la langue de Shakespeare en surprenant à plusieurs reprises certains de vos interlocuteurs, quel message vous faites passer pour la francophonie? Et comment est-ce qu'on peut faire cohabiter aussi ces deux mondes? Même pourquoi M. Richard Attias vient me parler de la langue de Shakespeare. D'ailleurs, tout à l'heure, en parlant de langue, lorsque notre ami Premier ministre de Belgique nous parlait des différentes langues, je me trouvais vers mon frère Macky Sall pour dire, oh là là, qu'on n'aille pas vers ce débat-là, parce que nous, les langues et dialectes, nous savons ce que c'est. Et justement, c'est l'apport de la langue française qui a permis de nous unir et de pratiquer une des langues les plus riches et développées au monde, et qui donc était un facteur important d'unité et de croissance. Je pense qu'il faut donc rester sur cette idée-là, de savoir qu'est-ce qui nous réunit. Déjà, le fait de parler une très belle langue, mais que notre communauté peut être importante. Et c'est le seul lien que je ferai avec la langue de Shakespeare, avec le Commonwealth, dont on a souvent parlé. Nous devons prouver que
la communauté que nous voulons mettre en place peut être plus solide. Et elle prend les bons chemins dans la mesure où nous nous préoccupons de ce qui va être l'essentiel pour nous autres dirigeants, la future génération et ce que nous allons pouvoir leur léguer. Et pas seulement une belle langue, mais léguer aussi les opportunités dans la vie de pouvoir chacun veut pouvoir développer, pouvoir avoir un petit espace et avoir la dignité d'avoir un emploi. Donc ce sont ces questions essentielles que nous voulons mettre sur notre table, à savoir que derrière toutes les questions de développement économique sont liées aussi les questions donc d'éducation. Les questions d'éducation sont donc liées, et notamment derrière cela aussi des questions de culture. Donc c'est un tout qui est donc important, un défi qui est extraordinaire pour nous et qui, je pense qu'il est bon de pouvoir relever, parce que bon, encore une fois, c'est participer à une aventure comme celle-là est très exaltante, et voir les jeunes derrière nous encourager, nous pousser, c'est aussi très exaltant, et il n'y a rien que nous puissions faire pour nos jeunes et les femmes. Je n'oubliez pas, madame, les femmes. Avant que vous me tiriez les oreilles, je veux dire, je parle aussi des femmes. Donc, c'est tout cela qui est motivant et qui doit faire en sorte que nous avons tous les outils dans nos mains. Nous connaissons les problèmes. Bien, on retrousse les manches et on se met au travail. Monsieur le Président Macky Sall, mot de la fin. Merci Richard. Je crois que je dirais un seul mot, puisque nous sommes dans un forum francophone des affaires, forum économique. Le partenariat que j'aurais souhaité voir se réaliser entre les pays du Nord francophones et ceux du Sud, c'est de permettre aux entreprises du Nord d'être compétitives dans les marchés du Sud et de pousser vers le développement de partenariats féconds dans les deux sens. Puisque du point de vue de la technologie, du know-how, donc de, je sais pas, le know-how, bon, ça passe. Savoir-faire. Hein? Savoir-faire. Du savoir-faire, c'est aussi ce mélange de langues qui fait le charme du monde d'aujourd'hui. Il faut donc que les entreprises francophones du Nord, pour parler de francophonie, soient accompagnées. Évidemment, ça suppose un certain nombre de réformes pour les pays membres de l'OCDE. Mais nous sommes dans un monde globalisé où d'autres partenaires ont pu trouver les moyens, en tout cas, d'accompagner leurs entreprises. Je pense qu'avec ce schéma, nous pourrons accélérer et gagner beaucoup de temps dans le développement un peu de ces partenariats gagnant-gagnant. Nous sommes tout à fait confiants par rapport à l'avenir et je crois que d'ici le 3e forum, nous pourrons voir des modèles de partenariat déjà sur les terrains. Et l'idée également de pousser des entrepreneurs du Sud et des investisseurs du Sud venir investir au Nord doit être une réalité si nous sommes vraiment dans une communauté. Je vous remercie. Merci. Je souhaite que l'on remercie vraiment chaleureusement les chefs d'État, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique. Et nous allons très rapidement rejoindre la salle et je vais enchaîner avec Monsieur le ministre Hubert Védrine pour la prochaine session. Merci encore. Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24. Vous venez de vivre en direct du ministère français des Affaires étrangères l'ouverture du 2e forum économique de la francophonie, un événement que vous pouvez suivre tout au long de la journée sur notre antenne. Mais avant, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes. À tout de suite sur Africa 24.